Les mots seront assez courts. Par contre, Alizé, qui est notre responsable du musée, prendra la parole pour présenter la démarche qui a été poursuivie pour, au fond, finaliser ce musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne. Je voudrais saluer la présence de Madame Baillac, qui est la nièce de Paul Dubeda, qui est présente avec nous aujourd'hui. Je voudrais excuser Roland Penta, je ne l'ai pas vu, qui est le conseiller musée à la DRAC Aquitaine, qui nous a accompagnés tout au long de ces années dans la rénovation de ce musée, qui avait fait le premier projet scientifique et culturel. C'est lui qui a été, au fond, à l'origine, à nos côtés, de l'idée de ne surtout pas défaire ce musée, mais de le refaire vivre. Je voudrais également remercier le service régional de l'archéologie, M. Morel, M. Mijon, qui nous ont aidés et accompagnés tout au long de 6 ou 7 années de rénovation. J'aurais 3 merci à faire à Philippe Lafy, qui est ici présent, qui est le propriétaire des terrains où existe encore la Villa Glésia, que vous avez ici représenté dans ce magnifique dessin, et qui a fait don de l'ensemble des collections qu'avait fouillé Paul Dubeda à la commune. Je voudrais également remercier le GRAS, tous les membres du groupe de recherche archéologique de Saint-Sevé, qui ont fait le don de toute la documentation scientifique qui avait été accumulée par Paul Dubeda au long de ses recherches et qui ont été une source très importante pour le propos qui a été mis au jour dans ce musée. Et enfin, merci à Mme Baillac et à sa famille. Souhaiter que nous poursuivions l'œuvre de recherche et de médiation sur le passé aquitano-romain de Saint-Sevé qu'a mené pendant des années notre prédécesseur Paul Dubeda, ancien maire adjoint de cette commune. L'occasion pour moi de parler merci, de dire un grand merci à quelqu'un qui nous manque ce soir. C'est Jean-Marc Favier, notre adjoint au patrimoine, qui est atteint d'un certain virus qui s'appelle la Covid-19. Ça tombe vraiment pas bon moment pour lui. Je sais qu'il est avec nous par la pensée. Et je voudrais finir mes merci par les services de la ville. En premier lieu à Alizé Le Paverlade, Saint-Séverin, maintenant puisqu'elle y vit, mais qui nous a rejoint en venant de la Bretagne il y a 5 ans en arrière maintenant, et qui est la conceptrice de ce musée, et qui, après avoir réouvert ce musée, va maintenant nous quitter pour aller faire, je l'espère, le même projet à Samadé, à nos portes, où il y a là aussi de belles collections, un beau propos muséographique à faire, de façon à ce que notre département soit un maillage de lieux de médiation culturelle. L'occasion pour moi aussi de remercier Monique, qui est notre femme de ménage, qui s'occupe des Jacobins, dans le cœur balancé entre le Stade Montois et l'inauguration du musée. Elle s'est dit que le Stade Montois allait vaincre ce soir, donc elle est à Boniface. Enfin, à Jean-Marc, le concierge du musée, à Flora du service communication, et à l'ensemble des services qui ont permis cette réouverture, notamment les services techniques, qui ont beaucoup œuvré avec la régie bâtiment pour faire en interne ces travaux. Je ne serai pas très long, j'aurai 2 questions à laquelle il me semble nécessaire de répondre. En gros, pourquoi on a fait un musée? Et 2, demain, est-ce que le travail est fini ou est-ce qu'il se poursuit? Pourquoi on a fait un musée? Parce qu'un musée, c'est un lieu de compétences en interne et dans tout l'environnement qui se greffe autour de ce musée pour améliorer la recherche et poursuivre la connaissance. L'occasion pour moi de saluer la présence de M. Rechan, qui est professeur à l'Université Pompéi de l'Adour, qui est présent avec nous, qui consacre sa vie à explorer tout le passé aquitano-romain du bassin Adour-Garonne et qui fait évoluer la connaissance, parce que c'est un travail permanent qui n'arrête pas de s'améliorer et qui nous permet de mieux comprendre d'où on vient. La deuxième objet d'un musée, c'est de transmettre cette connaissance à la jeunesse. Et ces derniers mois, c'est 130 élèves de Saint-Sevé qui ont été accueillis dans ce musée. Et dans les mois à venir, c'est 150 élèves de Saint-Pierre-du-Mont qui seront accueillis dans des journées complètes organisées avec l'Office du tourisme. Je remercie Pascal d'être là, de façon à la fois expliquer le passé médiéval de cette cité historique de Saint-Sevé et le passé aquitano-romain. Qu'est-ce qui s'est passé avant la christianisation ici? Tout ça est l'occasion, au travers de la jeunesse, de conforter la fierté, de conforter le sentiment d'appartenance de ce lieu
quai Saint-Sevé qui a toujours été ouvert sur le monde, puisque nous avons accueilli Severus qui venait de Bulgarie, pas loin de l'Ukraine, et que nous avons accueilli Urraca qui venait de Navarre, qui nous a amené le Beatus. Bref, cette ville est riche de ses apports culturels extérieurs, et ici, au fond, c'est un témoignage de l'histoire de France qu'on peut vivre à travers l'histoire de Saint-Sevé. C'est l'objet principal de ce musée, de façon à renforcer la fierté d'appartenance des Saint-Sévérins, mais aussi de tous les habitants de Châlons-sur-Saône, mais également d'accueillir un maximum de touristes en ces lieux. Et l'occasion pour moi de remercier, dans tous mes remerciements, l'Office du tourisme, qui est partenaire de ce musée qui est municipal, mais dont l'ouverture et la promotion est assurée en coordination avec l'Office du tourisme. Et nous avons eu l'an dernier à peu près 700 visiteurs payants dans ce lieu, et on va essayer cette année, en sortie de Covid, de faire beaucoup mieux. Demain, est-ce que le travail est fini? Le travail n'est pas fini. Nous aurons à recruter un nouvel attaché de conservation pour prendre la suite du travail réalisé. Ce musée, au fond, est à la première pierre de la transformation des Jacobins en pôle culturel, qui est notre ambition, qui, je le sais, tient auquel les Saint-Sévérins sont profondément attachés. Et je voudrais là aussi dire qu'on ne fait que poursuivre le travail de Paul Dubeda, qui a transformé ce lieu qui était une école d'agriculture en ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire le cœur battant de notre cité, qui accueille bien des événements qui rayonnent sur les environs. Ce projet a été présenté mardi. Il vise à y greffer une salle d'exposition, une salle de concert qui est à la fois, je dirais, le témoignage de ce que notre passé nous a légué en chef-d'œuvre, le Beatus, la partie médiévale, mais également un lieu d'accueil des arts actuels, des arts vivants, dans toute sa diversité, pour qu'on soit à la fois un témoignage de ce que le passé nous a laissé comme chef-d'œuvre, mais que ce soit aussi toujours un lieu de création qui puisse émouvoir, qui puisse fédérer et qui puisse, au fond, rendre le monde meilleur. Parce que dans cette campagne électorale, où, au fond, l'éducation et la culture sont un peu les grands absents des débats, malheureusement, je crois que ce qui est en jeu, c'est de faire société, et que la culture est au cœur de ce travail de paix, de façon à ce que les gens se connaissent mieux et se côtoient dans leurs différences, mais avec l'envie de vivre ensemble. Nous aurons aussi à poursuivre une dynamique d'exposition autour du musée. Vous aurez compris, il nous a fallu 8 ans pour que le musée des Jacobins devienne le musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne. J'espère que dans 8 ans, il aura toute sa place dans un environnement totalement refait ici au Jacobins, d'un pôle culturel à vocation territoriale. En conclusion, je voudrais rendre hommage au docteur Dubeda. Lorsqu'on a été élu, il nous a engueulés. Avec sa cale, il nous a dit « il y a du boulot, il y a du boulot ». On n'avait jamais assez d'élan, jamais assez d'enthousiasme. C'est un exemple pour nous, puisqu'au fond, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des enfants de Paul Dubeda, vous avez fouillé la ville avec lui, vous avez piqué les murs des Jacobins avec lui, il a su vous transmettre cette passion, puisse nous, les nouvelles générations, notre niveau, en faire de même avec nos enfants, pour que dans 30 ou 40 ans, ils nous disent que les Jacobins continuent à vivre, que Saint-Sevé est une ville magnifique, et qu'il y aura encore des nouvelles recherches à mettre en avant dans un nouveau programme muséographique. Voilà, les nouvelles technologies, et je voudrais vraiment remercier Alizé, nous permettent aujourd'hui de faire une médiation culturelle totalement différente, de toucher peut-être des publics qui sont un peu rebutés des musées à l'ancienne. Et je finirai en te souhaitant bon vent pour ta nouvelle mission. Ce musée a été financé à 80%, donc 20% à la charge de la mairie, le restant. Le premier financeur, c'est l'État, qui a grosso modo financé presque 40% des dépenses. Le deuxième, c'est le département, et je passerai donc la parole à Boris Vallot, qui représente le département aujourd'hui, qui a été constant dans l'accompagnement année après année. La région nous avait beaucoup accompagnés sur l'inventaire et l'exposition qui avait été faite sur le travail de Marie Ferré, qui a été cofinancé par la région de Nouvelle-Aquitaine, et une grande partie du mobilier est issue de cette exposition, puisqu'on essaie de ne rien jeter. Donc mon collègue Eric Saint-Giacomo prendra la parole au nom d'Alain Rousset, puis nous menons un travail
promotion territoriale à vocation touristique avec l'Office du tourisme et Pascal Dumont, qui est le président, qui fait l'honneur d'être là, donc il clôturera cette prise de parole. Et à la fin, donc, on ira dévoiler la plaque du nom du Beda, puisque c'est elle dans laquelle vous êtes, s'appellera dorénavant Paul Beda. Et nous le ferons en présence de Mme Maylac, sa nièce qui veut, je crois, dire deux mots également, et donc c'est tout naturel. Après tout ça, donc, Alizé expliquera le propos qui a été tenu dans ce musée, la démarche qui a été menée. Merci, Monsieur le maire. Cher Arnaud, mesdames et messieurs, chers collègues élus, président de l'Office du tourisme, très rapidement, parce que je ne dirais pas mieux qu'Arnaud, l'exégèse de ce musée, de la recherche en archéologie à Saint-Sevé, qui est une passion saint-séverine ancienne, bien connue, qui se perpétue, mais simplement pour vous dire quand même que c'est un moment évidemment important, et que le département, et Olivier Martinez m'a demandé de bien vouloir l'excuser auprès de vous, c'est un moment important que d'être dans cette inauguration qui vient couronner une étape, j'ai bien compris, d'un projet plus global et plus ambitieux, et j'imagine que nous aurons à en reparler d'une manière ou d'une autre avec la communauté de communes aussi, sans aucun doute. En tout cas, être dans ce moment où nous nous rassemblons, dans ce moment où nous nous souvenons de ceux qui ont laissé des traces, et pas tellement derrière nous, mais devant nous, et c'est aux nouvelles générations de prendre leurs responsabilités dans le travail qui demeure à accomplir. Je ne peux pas évidemment ne pas entendre les cris qui ont été ceux d'un certain nombre de responsables ukrainiens. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu qui s'inquiètent pour le patrimoine ukrainien, le patrimoine d'un certain nombre de villes qui sont bombardées. Et vous pouvez, comme moi, faire le constat que, en toutes circonstances, il y a parmi les premières victimes des tyrans la culture et ceux qui en sont les représentants. Ça a été évidemment le cas en Syrie, en Afghanistan. Ça l'est aujourd'hui, de façon brutale, en Ukraine et à Mariupol, à Odessa. Vous connaissez peut-être ces villes, chargées là aussi d'histoire. Et nous devons mesurer à quel point nous avons aujourd'hui le privilège de vivre en paix, que le pacifisme exigeant n'exclut pas à un moment donné la guerre pour faire valoir à la fois nos droits et défendre nos valeurs, et que ce que nous inaugurons ici, au fond, ce que nous chérissons à travers cette inauguration, c'est la possibilité, comme le dit tout à l'heure Arnaud Tauzin, d'être ensemble dans notre commune humanité, ce qui en réalité devrait être rappelé à toutes celles et tous ceux qui pensent que la force a toujours le dernier mot. Bravo pour ce qui a été accompli ici, et j'attends aussi avec impatience la présentation du travail muséographique qui a été accompli. Merci. Cher Arnaud, cher Boris, chers élus, mesdames et messieurs, d'abord, pour excuser Alain Rousset, qui a une attention particulière vis-à-vis du Saint-Sevé et particulièrement de son patrimoine. Je sais qu'il y porte une attention particulière. Et que dire, pour moi, j'ai une attention encore plus particulière parce que j'y ai passé quelques moments. Et comment dire, ce musée a beaucoup changé depuis que je l'ai vu la première fois. Et je me souviens encore de la première fois où je suis monté, où j'ai rencontré quelqu'un qui était assis sur une chaise en haut de l'escalier et qui regardait avec attention M. Dubeda ce qu'on faisait dans son aile. Enfin, en tout cas, dans les... Voilà. Et donc, ma foi, je trouve que le travail qui a été fait est un travail très consciencieux. On a déjà inauguré une aile, là c'est la seconde. Il y a un travail remarquable qui a été fait en termes d'illustration du Béatus. Et je suis très heureux qu'on puisse inaugurer une avancée, une pierre de plus. Si j'ose dire, rénover rénover le patrimoine de Saint-Sevé, c'est un travail de Romain. Ça doit nous inspirer aussi beaucoup d'humilité sur la trace qu'on laisse dans l'histoire les uns et les autres. Quand on voit finalement ce qu'il reste peu de la villa gallo-romaine d'Aubraye, quelques tessons, quelques mosaïques, et on est quand même très loin de la splendeur qu'elle a pu représenter pour un empire qui a duré quand même quelques siècles.
Alors mesurons quand même toute l'humilité que nous devons avoir devant ces magnifiques pierres. Il y a encore beaucoup à faire, c'est sûr, pour notre génération, mais pour les suivantes, j'en suis sûr aussi. Nous étions il y a quelques mois sur cette magnifique abbatiale. Aujourd'hui, c'est les Jacobins. J'ai vu qu'il y avait de nouveaux projets. J'imagine qu'on sera tous invités à se positionner sur ce projet-là. C'est un travail complexe à chaque fois qu'on touche à ces monuments-là. Il faut le faire avec doigté, concertation. Et j'espère qu'on arrivera à amener tous les citoyens à, comment dire, être un peu plus fiers de ce patrimoine et pas simplement passer devant tous les jours. Donc encore félicitations pour le travail qui a été effectué et grande humilité devant le travail qui reste à accomplir. Merci. Tout d'abord, je tenais à excuser aussi notre présidente de la communauté de communes qui n'a pas pu être là ce soir, donc je la représente également. Alors, au niveau de l'Office du tourisme, on ne peut pas rêver de quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un lieu que j'ai vu évoluer, pas depuis le départ comme vous, parce que bien évidemment, comme je suis de très proche, je ne m'y suis pas intéressé, parce que vous savez toujours, quand c'est trop près, on n'y vient pas. Et c'est vrai que c'est bien dommage. Donc j'ai vu ce musée évoluer et devenir aussi qualitatif qu'il est. Alizé est sûrement pour beaucoup. Je pense qu'aussi, ils sont pour beaucoup tous les bénévoles qui au départ ont fait ce travail de recherche, de collecte, et parce que c'est un investissement humain important, parce que le bénévolat, quelquefois on pense que c'est inné, que ça vient comme ça. Aujourd'hui on se rend compte que il est un petit peu en souffrance, parce que tout le monde n'a pas repris encore ses élans, ses activités, et n'a pas peut-être encore la confiance nécessaire pour y revenir. Je souhaite de tout cœur que ça puisse aller le dessus assez vite et qu'on puisse retrouver tout ce que nous avions avant, qui faisait notre vivre ensemble et aussi notre implication, même si quelquefois on devait y râler parce qu'il fallait y aller, parce que voilà, bon, râler c'est un petit peu aussi ce qu'on sait faire, mais quand on voit le résultat aujourd'hui, on se dit bravo. Alors je dirais bravo à la ville de Saint-Sevé qui n'hésite jamais à investir pour mettre en valeur tous les biens qu'elle a, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de qualité, mais je connais aussi la contrainte et aussi budgétaire quand on s'investit dans ce genre de bâtiments et de projets. Alors moi je tiens au titre de l'Office du tourisme qui est intercommunautaire, parce que c'est un territoire que l'on défend au travers de ce lieu et de tous les lieux que nous avons à visiter. Alors je vous dis merci, je vous demanderai aussi de faire la promotion de notre territoire, de ce lieu, de l'abbatiale, dont je dis aussi, il n'y en a que très peu d'aussi belles en France, et je pardon de me répéter, mais souvent... Ah bon, aucune. J'ai parlé d'humilité. Alors, en toute humilité, aucune. Elle n'empêche pas la lucidité. Tu as raison. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il faut faire 300 km pour voir quelque chose de beau, et que quand on fait 3 km, on ne peut pas le trouver, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai engagé des gens de Miramont à venir voir l'abbatiale. Oh, l'abbatiale à Saint-Sevé, je dis oui, forcément, si tu vas à l'autre côté de Bordeaux, tu vas trouver, tu vas dire que c'est beau. Ils y sont venus, ils ont été étonnés, et franchement, et aussi de l'état dans lequel l'abbatiale se trouve, puisqu'il y a eu énormément de rénovations, et voilà. Alors, bien évidemment, il y a des financeurs de tous côtés, sans eux, on ne ferait sûrement pas grand-chose, tous autant que nous sommes, mais je ne vais pas être plus long que ça. Et encore une fois, je vais remercier Alizé, remercier l'ensemble de Saint-Séverin et Arnaud pour ce beau lieu qui est mis à disposition de l'Office du tourisme. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux. C'est une inauguration un petit peu spéciale pour nous puisqu'on avait déjà fait quelques-unes. Celle-ci vient vraiment marquer la fin d'une grande aventure qu'on a écrite il y a 5 ans. Donc voilà, c'est vraiment un moment qui est important. Donc merci d'être là. Et je voulais revenir un petit peu sur toute la genèse de ce projet. On a inauguré en 2018 l'aile sur le Béatus, en 2019 celle sur l'abbaye, mais celle-ci, c'est celle qui a nécessité le travail le plus long, qui a
qui a été permise par le travail de nombreux acteurs très très différents, que ce soit des archéologues, des chercheurs, des étudiants, des prestataires, des artisans, des élus, des agents. Et tout a commencé en fait il y a 5 ans, presque jour pour jour, où un samedi matin, on est allé avec quelques bénévoles et des agents de la ville chercher le fonds archéologique stocké par Paul Dubedat dans son ancien chai. Et alors tout était rangé, soigneusement rangé par zone de découverte, par matériaux. On avait des clous dans des pots de confiture, on avait des tesselles de mosaïque dans des pots de peinture, du marbre dans des boîtes à chaussures. C'était quand même très soigné malgré la poussière. Et pour être tout à fait honnête, quand j'ai vu tout ça, je me suis sentie un petit peu dans le creux de la vague en me demandant comment on allait réussir à valoriser tout ça dans un musée. Donc on a appelé un ami, ou plutôt deux, l'ADRAC et l'Université de Pau et des pays de l'Adour, qui ont répondu présents, qui se sont rassemblés, qui sont venus nous voir. Et on a pu ensemble établir un plan d'action qui a été, ma foi, une réussite, puisque aujourd'hui on inaugure cette aile. Alors la première étape de tout ça, ça a été de faire l'inventaire de la collection. Merci à Vincent Duménil, qui n'est pas là ce soir, mais qui a, pendant 3 mois l'été, dans les anciens abattoirs municipaux de la ville, trié, dépoussiéré, numéroté, identifié toutes les pièces, ce qui a donné lieu à un inventaire de 150 caisses. En parallèle, il a numérisé toutes les archives de fouilles, puisque Paul Dubedat... 150 caisses, pas pièces. J'ai dit pièces, 150 pièces, on avait exposé d'ailleurs l'année dernière dans cette aile. Pardon. Et donc il a numérisé toutes les archives, puisque Paul Dubedat, depuis 1969 et jusqu'aux années 2000, a produit une documentation abondante, donc des photos, des plans, des dessins qu'on peut voir reproduits là sur le mur, mais ce n'est qu'une infime partie de ce qu'il a produit. Tout a été numérisé, et d'avoir d'un côté l'inventaire et de l'autre les archives numérisées a permis de rendre le fonds étudiable, exploitable. Et là, du coup, on s'est lancé, c'était en 2018, dans l'étude de ce fonds. Paul Dubedat avait écrit des choses, il fallait qu'on actualise la connaissance. Et donc, grâce à la DRAC, encore une fois, on a pu lancer donc 6 missions d'études. On a des archéologues, des chercheurs et un étudiant qui est là d'ailleurs ce soir, Alexandre Rodriguez. Merci. On a fait des études donc, sur les enduits peints, donc toutes les peintures, les restes de peinture de la villa, donc, qui sont dans cette vitrine-là. Ils sont partis à Soissons, dans le nord de la France. On a eu une étude sur le mobilier en verre, sur le mobilier en métal, sur les monnaies, sur les marbres, et donc les céramiques. Et c'est vrai que quand on lançait l'émission, on ne savait pas trop ce qui allait en ressortir. On a des pièces qui sont très fragmentaires, pas toujours lisibles, en mauvais état. Et je salue le talent de nos chercheurs qui arrivent à voir des choses assez incroyables dans des toutes petites pièces. On a pu du coup savoir beaucoup plus de choses sur cette villa, notamment donc, pour les peintures. On a pu identifier qu'il y avait des plafonds peints dans cette villa sous forme de voûte, dans un décor de médaillon. On a pu identifier tous les marbres qui étaient présents dans cette villa. On savait qu'il y avait du marbre au sol, maintenant on sait qu'il y en avait aussi sur les murs, puisqu'on a des petites pièces vraiment qui sont pas grand chose pour le commun des mortels, hein, mais qui permettent vraiment de certifier qu'on avait un décor très luxueux en partie basse des murs et autour des fenêtres. Les monnaies aussi ont été étudiées. Et alors, pourtant, alors, ceux qui ont regardé un petit peu la vitrine, vous pouvez constater qu'elles sont quand même très très difficiles à lire. Le chercheur, donc Alain Campeau, qui a travaillé, a pu toutes les identifier. Il y a certaines monnaies de ce fonds qui sont uniques. Et donc, on a pu constater aussi que c'était une villa très insérée dans le système économique, donc très très active. L'identification du mobilier en métal aussi a permis de mieux comprendre les activités dans la villa. Donc, qu'est-ce qu'on faisait en fait dans ce grand complexe agricole, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage. Donc tout ça est plutôt exposé dans la partie consacrée aux activités, derrière la cloison blanche ici.
On a pu en savoir plus sur les propriétaires, dater l'occupation de la villa. On a de très jolies parures, donc juste derrière la cloison ici. Et puis des clins d'œil assez touchants qui nous sont parvenus de l'Antiquité. On a des pattes de chien, une trace de sandales, un petit morceau de palette à phare. Donc voilà, tout autant de belles découvertes qu'on a essayé de présenter dans le musée. Donc passer le temps des études, nous, musée, notre travail, ça a été de faire la synthèse de tout ça et de voir comment on pouvait le présenter au mieux pour que ce soit compréhensible, agréable. Donc on a pris le parti d'une muséographie dans la continuité des autres espaces, assez active, et on espère que ça vous plaira. On essaie de la penser pour les petits et pour les grands. En parallèle, il y a eu un travail un petit peu plus discret sur Morlanes, mais tout aussi essentiel. Donc Morlanes, c'est le deuxième site antique de la ville qu'on évoque dans la première pièce, c'est la partie sur le Murette. Morlanes, c'est un site qui garde encore ses mystères, mais on voit bien que les sols essaient de nous dire quelque chose de par tout ce qu'on y a trouvé. Je pense à cette série assez inédite de chapiteaux, à la minuscule entaille gravée, alors qui fait la taille de mon ongle, gravée aux emblèmes impériaux. Très récemment, on a un chercheur de l'INRAP, Jean-Luc Boudard, que je remercie, qui a pu identifier des plaques de verre glomisé à la feuille d'or qui attestent d'une présence d'un décor de mosaïque en or, donc ce qui est le haut de gamme de ce qu'on peut faire en termes de décor au 5e siècle. Donc, Morlanes n'a pas été fouillé, a été fouillé uniquement par petits morceaux, mais à chaque fois, on a des choses assez incroyables qui remontent. Et donc, on sait qu'on a eu là un grand édifice monumental, qu'on appelle le Palestrion, terme assez mystérieux, peut-être qui vient de Palacio, le palais. Voilà. Et donc on a essayé de présenter dans le musée. Je crois que l'action appelle au dynamisme et à la continuité. On n'aime pas trop mettre un point final. La villa a été refouillée en mois de novembre par les étudiants de François Richard de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Donc une parcelle de 20 mètres carrés pour essayer de récupérer la stratigraphie et mieux comprendre la chronologie. François, qui est là, pourra vous raconter, il est là, l'histoire un petit peu tumultueuse de cette fouille. Et d'autres projets en perspective aussi, plutôt sur 2023, puisqu'en fait la villa n'est connue que sur un tiers de sa superficie. Et donc on a des perspectives de pouvoir peut-être géosonder et refouiller aux alentours de la villa et donc d'enrichir de nouveau le discours du musée. Donc j'avais pris des notes et je n'ai rien suivi, donc je ne sais plus où j'en suis. Donc le parcours permanent est déployé, mais le musée a encore bien d'autres défis à relever. Je pense à l'inventaire légal des musées de France qu'il faut qu'on officialise. On a aussi des problématiques d'accessibilité PMR, un lieu d'exposition à mettre en place et surtout à consolider la politique d'animation. Donc il reste beaucoup de travail et peut-être avec une très belle opportunité d'un pôle culturel au Jacobin qui permettrait vraiment au musée de s'accomplir pleinement. Je termine sur le programme des réjouissances. Donc on a reçu tout à l'heure le flyer du musée qui vous montre, qui vous donne à voir les animations qu'on a prévues. Le musée va être ouvert bien plus qu'avant. On ouvrait avant les étés, donc c'était assez furtif. Maintenant, le musée sera ouvert tous les samedis et les dimanches d'avril à octobre, l'après-midi. Pendant les vacances de printemps, pendant les vacances d'été et de la Toussaint. Et donc des animations, on a un escape game, dans les salles du Béatius où il faut stopper la prophétie de l'Apocalypse, on a le cycle mené avec l'Office du tourisme patrimoine et yoga qui se base dans la forêt de Chapiteaux. On a la visite couplée musée Maison Syntex puisque elle est un parfait écho à la visite de la Maison Syntex qui est vraiment une pépite Saint-Séverine. Je vous invite à aller la visiter parce que c'est vraiment exceptionnel. On a aussi des nocturnes monstrueuses donc sur le thème du bestiaire médiéval. Donc tout ça est dans le petit flyer que vous trouverez dans la salle d'accueil. Voilà, donc je ne vais pas reprendre tous les remerciements.
remerciements qu'a émis Monsieur le maire. Je voudrais aussi avoir une pensée pour tous les collègues de la mairie qui, au fil des années, se sont investis toujours plus dans le musée. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Quand je suis arrivée il y a 2 jours, j'ai trouvé l'électricien sous la maquette en train de changer des ampoules, un autre collègue en train de nettoyer les vitrines là, d'enlever des toiles d'araignée. Et c'est vrai que sans qu'on ait rien demandé, ça montre bien que on commence à s'approprier, enfin l'équipe de la mairie commence à s'approprier ce musée et c'est vraiment une réussite, enfin en tout cas une satisfaction pour moi. Je m'arrête là, j'espère que je n'ai rien oublié. Bonne soirée à tous et j'espère que vous aurez autant de plaisir à découvrir ce musée que j'en ai eu à l'organiser. Merci et bon. Vous avez bien compris, le Palais Saint-Brieuc existe. Il y a des choses à découvrir. Je ne sais pas que Mme Baylac vous dire quelque chose. Ce sera rapide, ne vous inquiétez pas. Ce sera rapide puisque vous avez déjà été patient, mais j'ai mis par écrit pour ne pas vous allonger, disons, avec des souvenirs de famille, il y en aurait à la peine. Monsieur le maire, soyez remercié, ainsi que le conseil municipal et toutes les personnes qui ont œuvré en ce lieu d'honorer la mémoire de mon oncle Paul Dubéda, qui a consacré beaucoup de temps et d'énergie à la sauvegarde du patrimoine de sa ville natale, Saint-Sevé. Élève ici des frères des écoles chrétiennes, il fit ensuite des études secondaires au collège Cendrillon à Dax, aujourd'hui Saint-Jacques-de-Compostelle, bachelier ès-lettres à 17 ans, bon latiniste. Il partit cependant pour la faculté de médecine à Bordeaux, un peu influencé par sa grand-mère paternelle qui rêvait de le voir revenir dans le Gers. Au début, à nous la liberté d'étudiant, roi de la belote, peinant parfois en matière scientifique. Puis vint la guerre et ses difficultés jusqu'à la mobilisation dans l'est de la France, près de Metz, où il gagna rapidement ses grades. Il gardait près de lui, à la fin de sa vie, son képi rouge de médecin, service de santé, celui de son père pour la guerre de 1914-18, de son grand-père et de son grand-oncle pour 1870. Vous savez qu'à ces générations, chacun faisait sa guerre. Et puis retour à Bordeaux pour des certificats de médecine coloniale, maladies tropicales et diverses, en vue d'exercer dans la marine. Mais la maladie puis le décès de son père l'ont ramené en 1947-48 à Saint-Sevé, exercer la radiologie. Si la médecine fut sa profession, l'archéologie et l'histoire ont été ses passions jusqu'au bout pendant 7 décennies. N'ayant pas fait d'études d'histoire, il avait néanmoins une bonne culture d'autodidacte, lecteur assidu de revues et d'ouvrages spécialisés, actif sur les chantiers de fouilles, assidu auprès des sociétés savantes, sociétés de Borda, de colloques. Et vous connaissez aussi ses autres centres d'intérêt, la vigne et la forêt. J'oubliais la vie politique locale aux côtés de Jean-Marie Comenaille, qui lui avait confié la culture. En famille, nous l'appelions le petit Malraux Saint-Séverin. Le musée était sa sortie favorite l'après-midi. Et quand je lui disais, vers la fin de sa vie, de cesser cette activité, il me répondait qu'il voyait des visiteurs intéressés et avait plaisir à discuter avec eux. Puisque vous savez que c'était un célibataire endurci, vivant seul dans sa grande maison. On n'est pas d'accord. Personne. Comment on n'est pas d'accord? Officiellement, il était célibataire. Ici-bas, il aurait été très heureux de voir cette belle réalisation, sans doute avec quelques remarques.
est-il dans l'au-delà? J'espère que nous aurons tous la réponse un jour. Bien tiré. Allez, à 3. 1, 2. Ah, c'est que... Voilà.